C'est désormais un rendez-vous annuel qui lance en quelque sorte les grandes vacances d'été. Emmanuel Macron s'exprimera lundi devant le Congrès à Versailles. Des parlementaires n'y seront pas, d'autres attendent des réponses à leurs questions qu'ils ne pourront pas poser. Bonsoir à tous et à toutes. Le Congrès de Versailles est en débat ce soir. C'est donc le deuxième acte du discours présidentiel devant les parlementaires comme il y a tout juste un an et comme cela devrait être le cas en 2019, 2020, 2021 et peut-être plus encore. Le président de la République va s'adresser à la nation via ses représentants élus. Les débats ont déjà commencé sur le coût d'une telle convocation. Son intérêt politique aussi, la France insoumise préfère rester à l'Assemblée nationale. Certains parlementaires LR en circonscription. Que faut-il attendre de ce rendez-vous? À quoi sert-il concrètement? Nous allons poser ces questions à nos invités du soir. Stéphane Manson, enseignant en droit et sciences politiques à l'UVSQ. Marie Lebec, députée de la République En Marche des Yvelines. Randy Nemos, co-porte-parole de la France Insoumise sur 50 ans en Yvelines. Et puis Martha de Cidrac va nous rejoindre dans quelques instants, sénatrice Les Républicains des Yvelines. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'avais une première question pour Martha de Cidrac, ça tombe bien, je vais commencer avec vous, Randy Nemos, puisque c'est la France Insoumise qui a décidé une nouvelle fois de boycotter ce congrès. Vous n'êtes pas élu, mais j'imagine que vous soutenez ce choix-là. Et est-ce que vous soutenez aussi les termes utilisés par exemple par Éric Coquerel qui dénonce un monarque, Sa Majesté et des méthodes de l'Ancien Régime, ce alors que c'est la révision de 2008 qui permet au président de parler devant le Congrès? Oui, bien sûr que je soutiens. Ce congrès, il ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que vous avez M. Macron qui va venir devant les parlementaires dicter un petit peu sa politique, la politique qui va avoir lieu l'année suivante. Mais ça va coûter un pognon de dingue. Et en soi, il ne va rien en sortir parce qu'il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de vote. La référence pognon de dingue, on replace, c'est la référence à cette fameuse vidéo qui était sur les réseaux sociaux. Marie Lebec, tout de suite, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous répondez à ces attaques qu'on entend depuis quelques semaines maintenant? Je pense que c'est important. Le président vient faire un bilan de l'année écoulée et des perspectives dans les années à venir, de l'action qu'il a menée, qu'il conduit avec son gouvernement. Vous savez, il fait la même chose avec les membres du gouvernement, il les reçoit, il fait le bilan avec eux. Nous, on est représentants de la nation. Je pense que c'est important, justement, qu'on soit à un moment, on ait un temps d'échange avec le président de la République. Et puis, par ailleurs, sur ce que ça va coûter, ça ne coûte rien. En fait, ça coûte, c'est sur le budget Non, c'est pas 500 000 euros, puisqu'il n'y a pas encore de chiffres qui ont été publiés par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Ce sont le Sénat et l'Assemblée nationale qui participent aux frais. Ça coûte quand même 500 000 euros. Non, ça alors, pas les chiffres, visiblement, on va pas batailler, mais forcément, la sécurité, ça coûte de l'argent, mais j'ai envie de dire, tout ce qui est du fait présidentiel coûte de l'argent. Il aurait pu le faire à la télévision, ça aurait coûté beaucoup moins d'argent. Si c'était juste pour dire ce qu'il allait faire pendant un an, les parlementaires peuvent très bien regarder ça de chez eux. Il vient s'exprimer. Oui, mais on peut aussi voter de chez nous, on peut aussi ne jamais. Ce qui fait la force de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est qu'à un moment, ils sont réunis ensemble pour échanger, soit chacun de leur côté, soit séparément sur le Congrès. Pour pas rentrer dans une bataille de chiffres, ce qu'il faut, je pense, rappeler, c'est que c'est prélevé sur le budget Assemblée nationale et Sénat, et par ailleurs, les coûts sont très variables en fonction des années. D'ailleurs, il y a un député de la République En Marche qui a dit qu'il n'irait pas, c'est Paul Molac, député du Morbihan. Ça fait tâche un peu quand même. Oui, on peut que le déplorer. Moi, je pense que c'est important, honnêtement, qu'il y ait ce temps en fin de session. Il y a énormément de réformes qui ont été conduites et aussi vers quoi la France se dirige, se projette dans les 4 années à venir qu'il reste au quinquennat, mais aussi dans l'année qui arrive. Martha de Cidrac, bonsoir. Bonsoir. Pour les Républicains, certains aussi élus ont dit qu'ils n'iront pas lundi à Versailles. Quel est votre choix à vous? Est-ce que vous irez? Vous n'avez pas beaucoup de chemin à faire. Oui, alors ce n'est pas la seule raison, je vous rassure. Non, je pense qu'il est important que le Parlement se réunisse. Ça a été d'ailleurs l'une des promesses du président lorsqu'il a été élu. Le seul regret que j'ai, c'est que nous, les parlementaires, nous n'allons pas nous exprimer. À ce moment-là, ça ne sera pas véritablement un dialogue, mais c'est l'exercice qui veut cela. Une prise de parole donc, après le président de la République. Pour les présidents des commissions, en effet, ils pourront s'exprimer. Donc, pour répondre très simplement à votre question, oui, j'irai à ce congrès-là, bien évidemment. Stéphane Manson, est-ce que c'est utile concrètement, selon vous, ce genre de rendez-vous, ou alors c'est plutôt de la communication? C'est forcément les deux, mais c'est utile.
Je pense que c'est d'abord utile parce que le constituant l'a estimé utile en 2008. Il faut préciser, puisque on parle souvent, comme l'an dernier, de dérives monarchiques, voire monarchistes, etc., que tout au contraire... Ça a toujours été le cas avec les présidents de la Ve République. On a souvent dit ça, les oppositions ont souvent dit ça. Oui, et puis lorsque les oppositions se sont retrouvées dans la majorité, le discours a changé. Le fait est que c'est tout sauf monarchiste, puisque ce qui était d'inspiration monarchique, voire monarchiste, c'était en effet l'interdiction formulée au chef de l'État de pénétrer dans le lieu où se trouvaient les assemblées, et c'était la crainte en 1872-73 que le président de l'époque, qui avait tourné kazakh de monarchiste qui était devenu républicain, vienne en quelque sorte convaincre les parlementaires qui étaient monarchistes à l'époque d'opter pour la République. Donc le rétablissement en 2008 de cette possibilité qui avait existé avant, permise au chef de l'État de s'exprimer devant les parlementaires, est un acte fondamentalement républicain. Randy Nemos n'est pas convaincu pour autant, je suppose. Peut-être que je peux être d'accord avec vous. Pour moi, M. Macron, il n'est pas dans la posture d'un monarque absolu. Alors c'est un petit peu la symbolique qu'il essaie de mettre en place tout de même. Il se construit l'image d'un homme fort qui dirige le pays d'une main quand même assez autoritaire. Il sait où il va. Ça, pour moi, c'est un cache-misère. C'est-à-dire que, de toute façon, toute la politique de M. Macron, c'est ça. Il se fait passer pour un écolo parce qu'en réalité, il produit une politique complètement anti-écologiste. Là, c'est pareil. Il se fait passer pour un homme fort, mais quand il va à l'extérieur, quand il rencontre M. Trump, quand il faut aller négocier dans l'Union européenne, là, il n'y a plus personne. Parce qu'au final, ce n'est pas un monarque absolu, c'est un valet absolu. Voilà ce que c'est M. Macron. Il est aux ordres de l'Union européenne, de la Commission européenne, des lobbyistes de l'Union européenne et de l'oligarchie financière, économique qu'il a mis en place. Marie Lebec, peut-être une réponse rapidement avant de passer sur le fond peut-être de ce congrès. Non, moi je voudrais peut-être revenir juste très rapidement sur ce que Martha de Cidrac disait. Effectivement, j'ai entendu ce matin de la part de vos confrères une idée intéressante de dire peut-être que les présidents de groupe devraient s'exprimer avant et finalement que ce temps d'échange soit presque une réponse, même si le président arrive avant, après. Enfin, il n'y a pas de virulence. Une évolution dans la forme éventuellement. Voilà, c'est deux pouvoirs séparés, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. La Constitution est faite de telle sorte qu'effectivement il n'y ait pas de réponse directe au président, mais peut-être que le fait d'avoir les groupes parlementaires qui s'exprimeraient de prime abord permettrait d'avoir d'ores et déjà la position enfin l'état, un petit peu la température avant que le président rentre. Après je pense que effectivement Emmanuel Macron l'a rappelé à plusieurs reprises, mais c'est comme vous l'avez très bien dit, il y a toujours ce côté un petit peu monarchique dans la Ve République. Le président l'avait déjà dit à plusieurs fois qu'il y avait une sorte de désespoir un petit peu des Français. On cherche un peu toujours l'homme fort de la Ve République. Donc je pense qu'il veut l'incarner. Et je pense c'est vrai que ça a commencé dès l'élection avec cette arrivée. Oui, mais je pense qu'il le fait très bien. Il y avait une attente, notamment après le quinquennat de François Hollande, d'avoir une direction qui soit donnée à la France, un cap. C'est assumé. On l'a vu. Ça fait partie de notre méthode. On prend des décisions. Notre-Dame-des-Landes, la réforme de la SNCF, et on les fait appliquer. Rapidement, Stéphane Manson, si vous vouliez réagir là-dessus. Et puis on va passer sur le fond du congrès. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur le fond des institutions de la Ve République. C'est ce qu'a voulu le peuple en 1958. C'est ce que manifestement il veut toujours, je crois. Alors, on peut être pour ou contre. J'ai pas de sondage en tout cas. C'est-à-dire que oui, c'est pas la vision de tout le monde. Sauf que jusqu'à présent, c'est plutôt, il y a un besoin en France. Alors on peut le déplorer d'avoir comme un guide, un chef. C'est pas très scientifique. Non, mais ah non, c'est pas scientifique du tout. Non, ça s'appelle la politique. Non. C'est un fait. C'est tout. Ah non, c'est pas un fait. Si c'est et puis on va peut-être rappeler, on va voir les informations s'afficher que cette prise de parole d'un président devant le Parlement a été rendue possible par une révision de la Constitution en 2008 sous Nicolas Sarkozy et que lui-même en 2009, François Hollande en novembre 2015 après les attentats et donc Emmanuel Macron l'an passé l'ont convoqué. Ça devrait se répéter dans les années à venir. Martha Cidrac, pour parler des attentes sur ce congrès, vous y serez pour la première fois à ce congrès. Quelles sont vos attentes? Est-ce que vous avez des interrogations particulières
à propos de la politique du gouvernement et d'Emmanuel Macron? Alors des attentes, j'en ai beaucoup et je pense que je ne suis pas la seule à en avoir. Donc là, je dirais cette question-là est vaste, hein, donc on pourrait en débattre longuement. Est-ce que c'est la réforme constitutionnelle, par exemple, qui vous intéresse, puisque les discussions vont commencer le lendemain à l'Assemblée? Pas que, je pense que ça pourrait être l'occasion, je parle au conditionnel, puisque je ne sais pas du tout encore forcément de quoi va nous parler le président Macron. Mais moi, je suis en attente, et je ne suis pas la seule, d'une vision. Je voudrais savoir précisément toutes ces réformes qui, pour certaines, n'ont pas tenu tout à fait leurs promesses. Vous pensez auquel? Donc là, je sors, c'est la raison pour laquelle je vous prie de m'excuser, je suis arrivée un petit peu en retard. On travaille sur le projet de loi des violences sexuelles faites aux femmes, enfin sexuelles et sexistes, que vous avez déjà examiné à l'Assemblée. Je pense également à la réforme sur le numérique qui n'a pas abouti, en fait, chez nous, adoptée, pas du tout examinée. Je pense à un certain nombre de projets de loi aussi et de propositions de loi, et notamment les propositions de loi qui vont dans le sens, je pense à la loi Elan qui arrive chez nous, que nous avons commencé à examiner. Ça part un peu dans tous les sens, il y a plein de réformes qui sont lancées. Là, on sort de la loi, par exemple, au Sénat, de la loi Egalim, qui est un petit peu une loi fourre-tout. Ça va, ça aborde tellement de choses qu'au bout d'un moment, on perd un petit peu le fil conducteur de tout cela. La loi Elan pour N, alors moi, je suis sur les sujets numériques, donc évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Initialement 65 articles, dont 5 simplement sur le volet numérique, sachant que au Sénat, je pense que Madame Lebec le sait, nous avons voté à l'unanimité une loi sur le numérique qui en plus concerne fortement notre département, les Yvelines, qui est un petit peu aujourd'hui aux oubliettes. On nous avait promis que ça allait revenir grâce à la loi Elan à l'ordre du jour. Aujourd'hui, moi, je suis très clairement déçue par ça. Donc, quand je vous disais un petit peu vision, j'aimerais un petit peu voir où nous allons. Avec quelle méthode? Parce que là aussi, je m'interroge un tout petit peu. Donc oui, j'ai une vraie curiosité. Justement, peut-être vous avez des informations à nous communiquer sur ce qui va être dit lundi à Versailles. Et j'ai appris de sources plus ou moins sûres que de toute façon le président réécrira son discours jusqu'à la veille, jusqu'à la dernière minute. Donc non, on ne sait pas, ça n'a pas du tout fuité. Est-ce qu'il parlera quand même du projet de loi constitutionnel, le projet de loi constitutionnel qui fait l'actualité du moment? Alors je pense que ça reviendra certainement s'il y avait un bilan qui devait être dressé. Mais il ne faut pas oublier que le projet de loi constitutionnel, en fait, il l'avait évoqué dans son premier discours devant le Congrès. D'ailleurs, il a pris un peu de retard, puisque à la base, c'était censé être bouclé au bout d'un an. On est au bout d'un an et les discussions vont commencer seulement à l'Assemblée. Alors ça, on peut tout à fait le déplorer, mais l'agenda législatif est absolument plein. Je pense que Martha de Cidrac, elle a cité un certain nombre de réformes. Donc voilà, c'est très très intense en termes de rythme. Et on a toujours cette contrainte de laisser à la fois le temps au débat et en même temps de tenir le rythme des réformes sur lesquelles on s'est engagé. Mais l'idée, c'est peut-être de présenter dans ce congrès la prochaine grande loi qui va arriver là en 2019. Donc, la réforme des retraites. Donc ce sera peut-être la réforme des retraites. On a aussi des lois structurantes qui vont être débattues d'ici la fin de l'année. Je pense notamment à Pacte, et j'espère qu'il y aura des dispositions sur le numérique, parce qu'effectivement c'est fondamental. Mais voilà, l'idée c'est peut-être aussi de présenter la prochaine grande loi. Randy Nemos, est-ce que vous allez quand même regarder, vous, attentivement ce qui va être dit lundi? Oui, bien sûr, on va regarder, c'est quand même le président de la République. Pour autant, nous, ce qu'on attendrait, parce que vous disiez tout à l'heure que les Français avaient voulu, le peuple avait voulu cette 5e République. C'était une promesse de campagne d'ailleurs, c'est ce congrès annuel d'Emmanuel Macron. Il y a eu énormément de réformes constitutionnelles, dont celle de 2008, et pourtant on n'a jamais demandé au peuple de se prononcer par référendum sur ces changements. Donc on aimerait par exemple qu'il ait le courage d'annoncer un référendum sur ce changement constitutionnel, sur cette réforme constitutionnelle. Voilà, parce que c'est pas notre vision de la démocratie, celle d'un homme fort qui aurait tous les pouvoirs et qui dirigerait la France d'une main de fer. Non, nous sommes pour la 6e République, nous sommes pour le référendum d'initiative populaire, nous sommes pour la révocabilité des élus, et nous sommes aussi pour la règle verte. Parlons un petit peu d'écologie, c'est-à-dire c'est une règle qui dit, on inscrirait dans la Constitution qu'on ne peut pas prendre à la terre plus que ce qu'elle produit en une année. Voilà. Stéphane Manson, vous, en tant qu'observateur, chercheur, qu'est-ce que vous attendez de ce congrès sur le fond? Quelles sont les questions qui vous viennent, vos interrogations à vous? Ce que j'attends de ce congrès, rien. Cependant, ce que j'en attends, c'est je regarderai, et puis c'est un moment républicain. Puis vous voyez, autant le quinquennat Sarkozy m'a paru très critiquable sur de nombreux points, autant cette révision constitutionnelle de 2008, moi je l'ai approuvée, parce que ça se fait dans beaucoup de grandes démocraties.
Il y a besoin de rénover souvent la Constitution, selon vous. Il y a 10 ans, ça paraît pas si loin. Alors, le temps, tout s'accélère aujourd'hui. Ce sont des questions différentes. Quand vous disiez tout à l'heure à Madame la députée que ça traînait un peu cette révision constitutionnelle, fort heureusement. Vous savez, on a l'habitude de dire on ne touche à la Constitution que d'une main tremblante. Il y a eu 26 révisions depuis 1958. Alors, je sais pas, c'est pas au kilo, hein, mais on ne modifie pas, on ne révise pas la Constitution tous les 4 matins. Il y a peut-être une habitude un peu fâcheuse qui a été prise, que chaque président de la République désire laisser son nom à une révision constitutionnelle. Mais en tout cas, il y a suffisamment de souplesse dans la Constitution pour que celle-ci ne soit pas révisée en permanence. En tout cas, on suppose que ce projet de loi sera évoqué par le président. Ce projet de loi est critiqué notamment par Gérard Larcher, sénateur des Yvelines, président du Sénat. Est-ce que c'est votre cas aussi? On va rappeler les points essentiels du projet de loi constitutionnelle. Suppression de la Cour de la justice de la République, suppression notamment, ça peut paraître comme ça anodin, mais du mot race dans le premier article, réduction du nombre d'amendements, moins de navettes parlementaires aussi pour faciliter le travail législatif. C'est très critiqué par Gérard Larcher, qui est de votre parti, qui est aussi de votre département. Est-ce que vous aussi vous êtes inquiète là-dessus? Alors oui, je suis inquiète parce qu'en fait, en disant cela, en réalité, c'est toute notre procédure, tout notre process démocratique qui pourrait être ébranlé. Et je pense que là-dessus, il faut que nous soyons collectivement tous assez vigilants et que nous fassions attention à cela. Donc, réduire les amendements en fait que l'on pourrait proposer en discussion. En fait, on touche au cœur même de ce qu'est le travail d'un parlementaire, puisque Madame Lebec le sait très bien, vous le savez tous autour de cette table-là. Nous avons un rôle en fait de ce qu'on dit de fabriquer la loi, de contrôler l'exécutif et aussi de proposer aussi des textes. Donc dès lors que l'on enlève cette un des maillons en fait de ce process, nous touchons à l'ensemble du dispositif. Et là-dessus, je pense qu'il faut que nous soyons vraiment tous collectivement au-delà, parce que vous avez insisté sur le fait. Aujourd'hui, non, tout ne fonctionne pas. Non, tout ne fonctionne pas. Mais est-ce pour autant qu'il faille tout remettre à zéro et repartir complètement? Parce que derrière cette réduction et cette limitation du travail des parlementaires, véritablement, on touche en fait à l'expression démocratique de notre pays. Et je pense que là-dessus, il faut que nous soyons tous vigilants. Donc, je ne suis pas contre une réforme, mais très clairement, là, il y a quelques lignes rouges, comme le dit le président Larcher, auxquelles il faudra faire attention et qu'il ne faudra pas franchir un petit peu vite. Marie Lebec, j'imagine qu'on vous en parle souvent de cette réforme de la Constitution. Ce dont on me parle le plus souvent, c'est la diminution du nombre de parlementaires. Alors ça viendra dans un second temps. Mais oui, c'est pas. Mais enfin, vous voyez, cet argument qui peut se comprendre d'avoir au moins un sénateur ou un député par départ. Oui, bien sûr. Et je crois, en réalité, les modalités de redécoupage sont très encadrées et très précises. Donc l'idée, c'est pas du tout d'avoir un parlementaire, enfin un sénateur ou un député, comme on en a peut-être moins, mais qui couvre tout un département. L'idée n'est pas du tout de faire ça. Et de toute façon, les questions de représentativité sont extrêmement très précisément définies. Donc voilà, il y a un enjeu sur le sujet. Moi, j'entends tout à fait que la réforme inquiète, parce que je suis très attachée à la Constitution de la Ve République. Donc je veux qu'on la révise. Vous n'êtes pas pour la Sixième République? Ah, pas du tout. Mais je suis surtout attachée au fait qu'on la révise avec prudence, avec parcimonie, que le débat ait lieu et que effectivement on puisse trouver l'équilibre et les consensus, parce qu'il faut que les deux chambres qui vont du coup représenter le peuple se trouvent bien représentées. Moi, je trouve quand même que il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est pas limiter l'expression démocratique, même si j'entends le débat autour de la réduction d'amendements, mais n'empêche que quand vous arrivez, moi sur la loi agriculture, on a la loi Elan, c'est à peu près les mêmes proportions, pas loin de 3000 amendements pour chaque loi. Je peux vous dire que le débat n'existe pas, parce qu'en réalité, vous n'avez qu'un objectif, c'est d'aller au bout des 3000 amendements, c'est extrêmement long. Juste pour finir en un mot, il faut quand même dire qu'on renforce le pouvoir de contrôle du Parlement, ce qui est aussi bien parce qu'on a tendance à surlégiférer en France, et donc peut-être contrôler la mise en application n'est pas un mal. Martha de Cédar, puis Randine Nemos. Oui, moi, très simplement, je voudrais revenir sur le fait sur l'argument de dire, vous voyez, il y a tellement d'amendements déposés que le débat n'a pas lieu, et donc supprimons les amendements. La vraie question que l'on doit se poser dans cette période, je dirais, d'embouteillage législatif, parce qu'on a un certain nombre de textes et ce n'est pas fini, c'est de se poser la question pourquoi en autant de textes, alors que nous en avons qui sont prêts,
qui ont été adoptés par l'une des chambres et qui ne sont pas examinés par les autres. Et on nous dit, attendez un petit peu, ça va revenir. Je reviens, excusez-moi, je suis un tout petit peu opiniâtre, sur un certain nombre de textes. Depuis le début de l'année, nous avons voté et adopté 3 textes fondamentaux au Sénat. Et la réponse qui nous est faite à chaque fois, c'est de dire attendons, parce que ça va revenir avec le texte du gouvernement. Pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que l'on se fasse piéger, nous les parlementaires, par cette façon de faire de l'exécutif, parce qu'en réalité, l'ordre du jour, finalement, par cet embouteillage législatif, nous est un tout petit peu imposé par le gouvernement. Donc voilà, moi je suis un tout petit peu critique par rapport à cet argument un peu facile de dire, vous voyez, il y a tellement d'amendements. C'est parce que les lois sont faites dans l'urgence et que les parlementaires font leur job, excusez-moi d'utiliser ce mot-là, et donc il faut bien évidemment amender parfois certains textes. Randy Nemoz, vous semblez d'accord avec une sénatrice des Républicains? Incroyable. Oui, non, parce que vous défendez tout simplement le bon sens de la démocratie. On est en train de nous expliquer, avec La République En Marche, qu'en supprimant des députés, en ayant moins de députés, la démocratie... De sénateurs aussi. Alors nous, on est pour la suppression du Sénat, c'est pas contre vous. Mais voilà, la démocratie fonctionnerait mieux avec moins de députés, mais c'est complètement absurde. Vous éloignez encore plus le pouvoir des citoyens, alors qu'on sait bien que le lien entre les citoyens et les élus est en train de se déliter très fortement. Et vous renforcez le pouvoir du président qui a déjà énormément de force. Ça n'a aucun sens démocratique et nous on se battra. L'opinion semble quand même, quand on prend le pouls comme ça, quand on interroge les gens, l'opinion, en tout cas sur ce point-là, sur moins de parlementaires, a l'air plutôt d'accord avec la volonté d'Emmanuel Macron. Pour moins les payer, ils peuvent faire comme François Ruffin qui se paye au SMIC. Après, nous on supprime le Sénat, donc ça fait aussi des économies, mais il y a un petit peu cette démagogie qui est utilisée contre les parlementaires. Mais c'est dangereux parce que ça renforce le pouvoir d'un seul homme qui a déjà énormément de pouvoir dans la Ve République. Contradictoire, parce que vous dites d'un côté on veut pas moins de parlementaires, mais on veut supprimer le Sénat, mais de fait vous en supprimez 300, donc je veux dire on veut plus de députés, c'est différent, on veut plus de députés parce que les sénateurs les sénateurs ne sont pas élus directement au suffrage universel. Martin de Cidrac, et puis après j'ai une question pour Stéphane. Oui, non, mais je élus au suffrage universel direct, donc nous voulons plus de députés, donc plus d'expression de la souveraineté populaire directe. Alors ma conviction intime, là on va pas être d'accord, je suis désolée, c'est que les 2 chambres sont nécessaires. Aujourd'hui, réellement les 2 chambres sont tout à fait nécessaires et parfaitement complémentaires, puisque nous avons les députés qui sont en lien direct avec leur territoire à travers les concitoyens qu'ils représentent, et nous-mêmes nous sommes en lien direct avec nos territoires à travers les élus qui eux-mêmes représentent leurs propres concitoyens. Alors, et ce n'est pas du tout redondant. Sur un débat sur la suppression ou non du Sénat, parce que je crois que ça ne sera pas engagé de toute façon très, très rapidement. Non, mais je voulais peut-être éclairer mon voisin qui a l'air de douter sur l'intérêt On peut imaginer un Sénat chambres citoyen avec des gens qui sont tirés au sort. Stéphane Manceau, je voulais poser une question. Est-ce que c'est l'occasion aussi pour Emmanuel Macron de recadrer les choses? On a l'impression depuis quelques semaines qu'il y a des couacs, que les sondages sont en baisse, il y a des difficultés avec les collectivités, on le sait, il y a les 80 km/h, la croissance qui semble quelque peu ralentie en 2018, les difficultés sur l'Europe. Est-ce que c'est aussi l'occasion de rappeler que voilà, tout va bien et qu'il contrôle la situation selon vous? Qu'il y a des difficultés, je pense qu'il s'en doutait lui-même. Oui, mais peut-être pour rassurer les élus, rassurer la population. Rassurer la population, en effet, il aurait pu le faire à la télévision, il le fait très bien au demeurant. Non, je pense que l'exercice est avant tout un exercice symbolique. Je crois qu'il n'y a rien à recadrer du tout. Si recadrage il y a, c'est pas là qu'il faut le faire. Et je crois que c'est pas là que le président de la République compte le faire. C'est un moment symbolique. On peut prendre ça aussi. Vous parliez un peu de mépris vis-à-vis des parlementaires, etc. Dans d'autres cultures, aux États-Unis d'Amérique par exemple, c'est le discours sur l'état de l'Union qui est prononcé en janvier par le président des États-Unis, devant le Congrès, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des représentants, c'est pris au contraire comme une forme de respect vis-à-vis du corps parlementaire. Donc on peut le prendre aussi dans ce sens-là. Recadrage, non. Il y a aussi cette idée des quelques réflexions parfois malheureuses qui peuvent choquer l'opinion, l'affaire du pognon qui a été soulignée par Randy Nemoz. Je pense que le registre de langage, de reprendre la main. Le registre de langage qui sera utilisé devant le Congrès du Parlement sera un peu différent. On l'espère. Oui, mais je n'en doute pas. Non, moi, en un mot, je pense que oui, effectivement, tout ne va pas bien, mais c'est normal. Je veux dire, on est dans une situation internationale. Mais il y a un an, quand c'était le premier congrès, on a l'impression que tout allait bien pour le coup. Non, parce qu'il y a un an, il y a eu une vague d'espoir qui était portée par Emmanuel Macron. Je ne pense pas du tout qu'elle
qu'elle se soit atténuée. Par contre, effectivement, déjà, on a des oppositions qui se restructurent alors qu'elles étaient un petit peu choquées peut-être par la victoire d'Emmanuel Macron, par la victoire aussi au niveau du Parlement. Et puis oui, la situation internationale est compliquée, il faut se retrousser les manches, il y a des angoisses sur l'Europe, mais c'est aussi là qu'en tant que parlementaire, on se sent le plus utile parce qu'on agit pour notre pays et on agit pour justement, avec le gouvernement, avec le président, pour essayer, chacun avec nos voix différentes, mais pour essayer de justement que ça aille mieux en France et au niveau européen et international. Rapidement, tous les deux, Oui, parole à l'opposition pour conclure le débat, allez-y. Ça va tellement bien que Monsieur le Président se permet de reporter l'annonce de son plan anti-pauvreté à après l'été, étant donné qu'à la Coupe du Monde, un match de foot est certainement plus important que la pauvreté. Et moi, je voudrais juste rajouter que j'ai un grand espoir quand même, et j'attends énormément, c'est la baisse des dépenses. La baisse des dépenses n'est pas encore amorcée, et ça m'inquiète profondément. Donc, réforme, oui, c'est nécessaire. En revanche, il ne faudra pas du tout oublier que nous sommes un pays qui s'endette tous les jours. Ça continue. Et pour l'instant, je n'en vois pas l'amorce, en fait. Je ne vois on pas aura peut-être des réponses lundi, qui sait. Des réponses non, mais on verra. Des on verra indications. Une vision, en tout cas, on suivra le congrès sur TV 78. Merci à vous quatre. C'est la fin de ce 7-8 Le Débat. Prochaine émission jeudi prochain à 18h30 en direct. D'ici là, vous retrouvez cette émission en replay sur tv78.com ou l'application TV78. Merci à tous et bonne soirée.